Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV et bienvenue dans notre émission Regard croisé. La libération des 46 militaires ivoiriens à portée des mains, c'est la thématique qui va occuper nos regards ce soir. Pour l'aborder, nos invités, ils sont trois. Le premier, il est Hassan Sey, Hassan Magat Sey, il est juriste. Monsieur Sey, merci d'être sur ce plateau. Merci à vous. Notre deuxième invité, Monsieur Abdoulaye Di Alaye Koita, président du mouvement En Avant, mouvement membre du M5 RFP. Monsieur Alaye Koita, merci d'être avec nous. Merci à toi, Monsieur Sidibé. Notre troisième invité, Monsieur Cheikh Oumar Soumano, il est le coordinateur du Baromètre du Mali, également président de l'organisation des jeunes patrons du Mali. Monsieur Soumano, merci d'être sur ce plateau et la cravate est bien mise également. Merci pour la boutade. Bonsoir aux téléspectateurs. Merci pour l'invitation et je salue aussi mes co-débatteurs au passage. Merci en tout cas pour vous et bienvenue à tous. Avant d'ouvrir les débats sur la thématique qui nous réunit ce soir, l'avant-projet de la nouvelle constitution suit son petit bonhomme de chemin. Le décret portant création d'un comité de finalisation a été pris par le président, le colonel Assimi Goïta. Déjà, qu'en pensent nos invités sur la prise de ces décrets par le président de la transition, colonel Assimi Goïta? Alors qu'on attendait le projet au niveau du Conseil national de transition, c'est finalement un comité qui sera créé pour finaliser cet avant-projet déjà à l'AI. Une surprise pour plus d'un déjà. Bon, ça peut être considéré comme une surprise, mais je pense que cela va de soi, puisqu'on a remarqué qu'il y a beaucoup quand même de remous par rapport à l'avant-projet qu'on a vu. Oui. Donc beaucoup de partis politiques, beaucoup de gens de la personne, de la société civile ont émis quand même beaucoup de réserves par rapport à l'avant-projet qu'on a vu. Donc moi je pense qu'il est vraiment souhaitable et ça a été aussi une très bonne décision et très sage aussi de la part du président de la transition de permettre à faire une autre observation pour que ce que les gens sont en train de relater ça et là par rapport aux insuffisances et aux rajouts qu'il faut faire par rapport à la Constitution pour que les gens puissent prendre ça et voir comment faire pour qu'on puisse insérer des choses ou enlever des choses. Je pense que ça a été une très bonne décision, une sage décision. Cela va leur permettre de peaufiner cela et que les gens puissent adhérer, puisque cette révision constitutionnelle doit être un truc que tous les Maliens doivent adhérer, que ce ne soit pas les révisions précédentes qu'on a eu à avoir avec les autres chefs d'État. Il faut que les Maliens... Vous saluez déjà oui, c'est une très bonne chose, une très bonne chose qui doit être saluée. Et je pense que ça ne doit pas être quelque chose qui va être mis en place comme ça seulement qu'on fasse un travail bâclé. Oui. Donc que ça soit mûri, qu'on écoute tout le monde pour qu'on puisse avoir un document peaufiné, que les gens puissent aller à cette révision constitutionnelle. Ok. Monsieur C, est-ce qu'avec ce décret, on peut dire que le colonel Goïta a snobé le CNT? Au contraire, je pense que c'est même une excellente chose. Permettez-moi d'abord de saluer de présenter mes bonsoirs aux téléspectateurs, aux auditeurs de Renouveau. Et pourquoi je dis que c'est une excellente chose, c'est parce que les membres du CNT sont dans ce comité. Parce que moi, je le vois même plus comme une sorte de comité d'experts. Parce que lorsqu'il a pris ce décret le 19 décembre, il a précisé qu'il allait avoir 51 membres. Et dans ces 51 membres-là, on a 5 membres du gouvernement, on a 5 membres du Conseil national de transition, on a des représentants des collectivités locales, on a des représentants de la société civile. Donc ce n'est pas une autre structure chargée de l'élaboration de la Constitution, mais cette fois-ci, c'est une commission peut-être moins technique, mais qui est aussi pertinente parce que, comme l'a dit mon co-débatteur, il y a eu beaucoup de remous, il y a eu beaucoup d'amendements, en tout cas via les différents réseaux, via la presse. Donc il y a beaucoup de mouvements qui font que justement, il faut que la Constitution, puisque c'est la colonne vertébrale de l'État, tout le monde se mette d'accord. Donc le CNT est parti. À ce moment-là, ils pourront aussi, eux, exprimer selon eux ce qui peut être changé, ce qui peut être amendé, ce qui peut être amélioré. Maintenant, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Le temps a quand même été déterminé dans le décret. Hein. Il s'agit de 2 semaines, soit 15 jours. Oui, mais est-ce qu'au bout de 2 semaines, réellement, on peut revoir la Constitution et que toutes ces personnes puissent faire le tour de tous les contours
Je ne suis pas certain. C'est pour ça que je dis qu'on ne sait pas combien de temps réellement ça va durer. Au-delà du délai fixé, je pense que ça risque d'aller un peu au-delà. Et au sortir de ça, les propositions, en tout cas la finalisation de la proposition de constitution ou de l'avant-projet de constitution sera faite au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui pourra à ce moment-là en tirer les conséquences de droit. Cheikh Oumar, sur ce décret portant création d'un comité de finalisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Alors, moi je suis en phase parfaitement avec ce qu'ont avancé mes deux co-débatteurs. Je pense que c'est la phase à laquelle il fallait s'attendre, parce que quand il y a eu cette rédaction avec tous les retours, les commentaires qu'on a vus ça et là, avec la restitution. Donc de mon point de vue, le fait de mettre en place une commission, comme l'a dit M. Sey, qui prenne en compte toutes les sensibilités, ça veut dire quelque part que c'est une oreille attentive déjà de plus hautes autorités. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait saluer. La seconde chose, c'est que peu importe le délai, mais on va maintenant passer de la phase avant-projet pour un projet à proprement parler. Oui. Ça, c'est vraiment important. Et aussi, c'est une manière aussi de répondre à ceux-là qui avaient fait des invites à l'endroit du président de renoncer justement à cette nouvelle, à ce projet de mise en place d'une nouvelle constitution. Parce que là, quand on passe à cette seconde étape, quand on part véritablement vers la mise en place d'un projet qui prendrait évidemment en compte les observations formulées par les uns et les autres. Oui. Et ça veut dire que la volonté, elle est affirmée, elle est affichée. Les plus hautes autorités veulent véritablement passer le Rubicon, franchir le Rubicon et aller à la 4e République. Et donc, je pense que nous tous, chacun à son niveau, a eu à faire des observations. Donc, je veux espérer que ces observations qui seront pertinentes pour certaines seront prises en compte pour que nous ayons en tout cas un document consensuel. Mais ce qui est sûr, on ne va jamais avoir l'unanimité autour de ce projet-là, ça c'est clair. Dans le décret, il est prévu des indemnités qui seront accordées aux personnes qui auront la chance, si vous voulez, d'être parmi, en tout cas, ces comités de finalisation. Déjà, certains déplorent le fait qu'on est allé en tout cas, cette question d'indemnité, inclure cette question d'indemnité dans ce décret. Est-ce que vous voyez également la chose de cette oreille? Je pense que quand tu invites des gens à faire un travail technique et scientifique, quand même, il faut leur donner quand même un minimum. Ça, c'est quand même normal. Maintenant, le fait d'inclure ça dans le décret, je trouve que c'est logique. Tu invites quelqu'un, bon voilà, ils vont avoir telle indemnité, il faut le mettre, puisque ça va quitter quelque part. Tout est budgétisé. Oui, mais est-ce que c'est le fait de le mentionner dans le décret, est-ce que cela ne va pas poser un problème au niveau de la désignation des représentants de certaines organisations? Donc ceux qui vont venir, ils vont venir uniquement pour ces indemnités. Bien entendu. Ça, quand même, c'est des indemnités qu'on va avoir pour combien de jours? 15 jours ou bien maximum 1 mois. Même si on part à 2 mois, ça fait quoi? C'est des gens qui ont vécu quand même avant ces 2 mois quand même. Donc je pense que dire que c'est à cause de ces indemnités-là que les organisations ne vont pas s'entendre pour pouvoir nommer ces personnes-là quand même, je pense que c'est quand même trop limité de la part des gens qui pensent à cela. C'est quand même trop limité. Okay. Les gens, on va leur demander de faire un travail, ils vont se déplacer, ils vont passer des journées à travailler. Donc leur donner une indemnité, ça ce n'est rien, ça ne doit pas poser de problème. Okay. Je pense qu'on veut parler de tout. Dès qu'il y a quelque chose, il y a des gens quand même, il faut toujours critiquer. On ne doit pas tout critiquer. Vraiment, ça, je pense que c'est des petits détails. Ceux qui vont aller faire, le travail qu'ils vont aller faire, ça va concerner la nation pendant peut-être 50 ans. Donc je pense que ces indemnités-là ne doivent pas faire l'objet quand même de critiques. Monsieur C, c'est trop mesquin de parler de ces indemnités qui seront accordées aux membres de ce nouveau comité de finalisation. Bon. Je pense que ça dépend du point de vue. C'est-à-dire que quand on regarde le contexte actuel, à la limite, 1 franc est 1 franc. Ça veut dire qu'on aurait pu... Et puis, en réalité, il y a déjà des membres du gouvernement qui sont déjà rémunérés. Il y a des membres du CNT qui sont déjà rémunérés. Pour ceux qui sont déjà en poste et qui sont dans la fonction publique, on ne sait pas aussi en réalité c'est combien les indemnités. Si c'est 10 000 francs par personne par jour, bon... ce n'est pas quelque chose d'insurmontable non plus. Mais toujours est-il que par exigence légale, eux, ils sont obligés de préciser dans le décret si c'est pris sur le budget national ou si c'est fait peut-être sur la base du bénévolat. Bon, moi je trouve que ça aurait pu effectivement aussi se faire sur la base du volontariat, c'est une possibilité.
Mais à partir du moment où ils ont décidé de l'inscrire comme dans on le le budget, voit au Burkina déjà, voilà. Où l'ALT déjà... Voilà. Oui. Donc, comme ils l'ont inscrit sous cette forme-là, bon, on va l'accepter comme ça. Mais effectivement, il faudrait peut-être qu'ils précisent même ces indemnités-là, qu'on sache que ce n'est pas quelque chose de très conséquent, ou en tout cas qu'ils ne fixent pas quelque chose de très conséquent, pour que les gens qui viennent, comme il l'a dit, viennent réellement pour contribuer à l'amélioration de l'état de la nation pour les 50 prochaines années, et qui ne viennent pas simplement pour ces petits pécules qu'ils vont avoir pour ces 15 jours, oui, effectivement maximum qui a été fixé, mais que ça peut peut-être aller au-delà vu la tâche et l'ampleur de la tâche. Il y a lieu de s'attarder sur cette question d'indemnité, comme on le voit, le débat engagé sur les réseaux sociaux. Oui, bon, maintenant, vous savez, moi, je suis toujours pour rémunérer si on confie un travail, dans la mesure où, si vous prenez les pays les plus développés aux États-Unis, il y a eu un milliardaire qui a été président de la République, qui n'a jamais renoncé à ses rémunérations, alors que ça n'allait pas lui ajouter une valeur ajoutée extraordinaire. Mais il a quand même maintenu, ça c'est logique, parce que le problème, ceux qui vont renoncer à ça, c'est un précédent qui sera créé. On a vu par le passé, en 92, il y a eu un ministre du gouvernement qui a dit qu'il ne toucherait pas à son salaire. C'était bien, mais les autres collègues ont pris. Mais après, c'était quoi? C'est tous les ministres qui sont venus ont touché. Donc il ne faut pas seulement focaliser le cas sur le gouvernement de transition, il faut remonter dans le temps et voir ce cas qui a été fait. À l'époque, on était très jeunes, mais il y a eu quand même un ministre à l'époque qui dit, moi je ne voulais pas des indemnités ministérielles à l'époque. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des ministres qui soient dedans, mais c'est la même manière comme si on demandait quelqu'un qui part en mission, il faut qu'il renonce à ses perdièmes, qu'il est suffisamment payé, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est une mission qui a été donnée, aussi symbolique soit-elle, que ça soit des prix minimes ou que ça soit des prix, en tous les cas, c'est un travail. Mais par contre, là où je vais quand même insister, c'est la compétence de personnes qu'on va désigner. Parce que là où on a vu, par exemple, au départ, il y avait eu un comité qui a été mis en place qui était multidisciplinaire. Il y avait toutes les sensibilités, comment on appelle, en tout cas les compétences sociaux. Il y avait des économistes, il y avait des juristes, il y avait des sociologues, etc. Mais cette fois-ci, on parle de finalisation. Est-ce que les organisations qui sont désignées, qui vont désigner, je vais dire, leurs représentants, c'est peut-être il y a ce problème de dire on va mettre quelqu'un parce que ça va lui permettre de s'enrichir ou d'avoir un peu de pécule. Mais moi je vais au-delà de ça. Moi je vais dire que au sein même de ces organisations, il faut que les critères de choix soient très objectifs sur la base des compétences techniques. Est-ce que, évidemment, on ne va pas donner la priorité à ceux qui ont des compétences, par exemple, en droit constitutionnel? Ou alors, est-ce qu'on ne peut pas... Sauf que les décrets ne mentionnent pas cela. Ça, c'est peut-être le décret... Peut-être il fallait que cet aspect-là soit pris en compte par les décrets. Je pense que ceux qui désignent maintenant, parce que le décret a donné des quotas à des organisations. Moi, je dis, si par moi, je devais désigner... Votre organisation, l'organisation des jeunes... Moi, j'allais dire, je priorise d'abord, je propose qu'on priorise ceux qui ont des compétences en droit constitutionnel, parce que c'est eux qui comprennent, c'est un langage international qui sera parlé. Et si on vous regardez aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup peut-être de discussions ou de commentaires parce que moi-même, à un moment donné, quand j'ai lu, je me dis, est-ce qu'on parle de régime présidentiel, mais en réalité, on a mis des choses qui contrastent avec le régime présidentiel, parce que les gens ne sont pas souvent des constitutionnalistes bon sang. Donc, pour éviter ce genre de problème à l'avenir, moi, je pense que, franchement, c'est une invitation, c'est une invite que je fais à l'endroit de ceux qui vont être désignés. Si je sens que je n'ai pas de compétences techniques et que je ne peux rien apporter, même si on me désigne, je dois avoir l'honnêteté de dire non, prenez quelqu'un qui pourrait mieux faire le travail. Comme un coup près, la coordination des mouvements de Lazawad Sema vient de décider de la suspension de sa participation à la mise en œuvre de l'accord déjà. M. Goïta, encore, quel commentaire faites-vous de cette décision de la SEMA de suspendre sa participation à la mise en œuvre de l'accord? Non, moi je pense que cet accord-là, on l'a toujours décrié. On a dit que cet accord-là ne peut pas amener la paix au Mali. Et je pense que c'est de bonne guerre. Si c'est la SEMA qui le fait aujourd'hui ou bien c'est le gouvernement qui le fait, je pense que sa mise en œuvre va poser problème. Ça, c'est tellement simple. Donc que la SEMA fasse une déclaration pour dire qu'elle va se retirer de son application, je pense que cela, le gouvernement doit même profiter de cela. Et peut-être, on ne pourra pas remettre tout en cause quand même. C'est qu'il y a le point de blocage de pouvoir peut-être discuter encore plus avec la SEMA, mais cette fois-ci pas en Algérie, pas au Burkina Faso, mais cette fois-ci au Mali, entre Maliens, discuter avec nos frères de la SEMA, trouver les points de désaccord pour pouvoir vraiment mettre en place un accord qu'on peut vraiment appliquer entre Maliens. Justement, cet accord-là, bon, je ne me peux pas... Quelles peuvent être les conséquences de cette suspension de la SEMA?
Bon, les conséquences, moi, je n'en vois pas. Actuellement, je n'en vois pas, puisqu'on sait que la CEMA est dans le gouvernement. La reprise de la belligérance, par exemple. Non, ça, quand même, c'est sûr que la CEMA ne va pas alors encore entrer dans le maquis. Ça, c'est sûr. Peut-être il y aura quand même un désaccord qui est là. Ils vont pas, c'est pas dit que la CEMA a quitté seulement. Ils vont retourner à Kidal et puis c'est fini, c'est des suspensions tout. Non, moi je ne vois pas ça dans ce sens. Moi je vois dans un sens où peut-être ils vont demander au gouvernement, bon voilà les points qui sont les blocages et le gouvernement aussi va s'asseoir avec la CEMA, voir comment... La CEMA, la CEMA, on enlève le S, la CEMA. Le gouvernement va s'asseoir, discuter réellement, puisque quand un accord qui date depuis 2015, on ne parvient pas à mettre en place, on est bientôt à 10 ans. 2015-2023, donc bientôt 10 ans, on ne parvient pas à l'appliquer, c'est qu'il y a un blocage. Et ces blocages-là, c'est quand même c'était même une très bonne chose que la CEMA le fasse. Normalement, c'est le gouvernement même qui devait le faire, vu qu'il a vu que la CEMA est venue dans le gouvernement, ils sont en train de travailler, ils sont en train de chercher à l'appliquer et qu'il y a des points de blocage. Nous sommes entre nous, venez, discutons, voilà les points de blocage, cherchons à trouver les solutions et que l'accord qui est là, même s'il n'est pas caduc, je pense que laissons-le de côté, entendons-nous entre Maliens, trouvons la solution et pour que le Mali se développe. Cette suspension, faut-il s'inquiéter de ses conséquences? Je vais vous répondre, mais permettez-moi juste de rebondir sur encore la question du comité. Oui. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Il ne s'agit pas là d'élaborer une nouvelle constitution. Hein. C'est vraiment au-delà de la lettre, c'est de voir l'esprit. Ça veut dire qu'il peut y avoir effectivement quelques techniciens, mais c'est réellement de prendre en compte, c'est pour ça qu'on a les légitimités traditionnelles, qu'on a la société civile, c'est prendre les ressentiments et les sentiments des uns et des autres par rapport aux dispositions prévues, quitte à leur expliquer. C'est pour ça qu'on a aussi des membres du gouvernement et du CNT. Oui. C'est une sorte de milli-consigliere où on s'assoit, on discute entre nous pour voir réellement quelles peuvent être les dispositions à changer pour que ça aille dans le sens de tous les Maliens. Bon, ça, je ferme cette parenthèse. Par rapport à la CEMA, bon, on sait que le 22 décembre, il y a eu le comité scientifique stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement qui s'est tenu. Et lors de cette rencontre, ils ont décidé de se retirer parce que, selon eux, il n'y avait pas de volonté politique des autorités de la transition. Bon, qu'est-ce qu'ils appellent volonté politique? Sachant que je pense qu'il y a 26 000 ex-combattants qui doivent être intégrés, en sachant également qu'au départ de cette guerre, le terrorisme dont on parle aujourd'hui, on n'en parlait pas et ça n'avait pas cette ampleur. On disait plus ou moins que c'était les groupes qui avaient plus ou moins en face. Et normalement, si ces groupes et le Mali sont d'accord, ils ne devraient pas non plus avoir de guerre. Donc, si on est en guerre et qu'à la limite, la CMA reproche à l'État de ne pas les aider à se sécuriser dans leur zone, ça veut dire qu'on est dans une toute autre dimension. Et à partir de ce moment-là, les aspects politiques comptent, mais cet accord qui prévoit même en son sein une relecture, et une relecture qui est normalement en cours, la CMA doit travailler avec l'État de manière intelligente pour contrer plutôt le terrorisme que de penser aux questions politiques. Parce que tant qu'on n'a pas sécurisé le territoire... Étant donné que la CMA a annoncé la suspension de sa participation, est-ce qu'il n'est pas de bon ton de s'intéresser un peu aux conséquences liées à cette décision de la CMA? Bon, les conséquences, elles sont multiformes. Oui. Mais maintenant, est-ce que ce retrait est définitif? Une des conséquences peut être même justement par rapport à l'appareil d'État. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont été intégrés, parce que justement, ils sont issus des mouvements signataires. On a des ministres, on a des membres au CNT, donc on a plusieurs structures. Maintenant, peut-être que c'est à eux aussi, parce que l'État, c'est aussi eux, de dire ou de prendre attache avec ces mouvements signataires-là, et notamment la CMA, et de leur dire, venez, trouvons une solution. L'État fait de son mieux, mais voici les limites, et voici les problèmes que nous rencontrons. Parce que ça peut être dû aussi à des discussions qu'ils ont eues, eux, avec d'autres mouvements signataires. Parce qu'il n'y a pas que l'État, il n'y a pas que la CMA. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé le 22 lors de cette rencontre-là? Bon, on n'a pas l'essence de toutes les discussions, mais il faut qu'on arrive dans tous les cas à un consensus. D'accord. Sur cette décision de la CMA? Alors, vous savez déjà, dans tout accord, il y a
évidemment des difficultés en termes de mise en œuvre. Hassan l'a dit, peut-être qu'on peut tirer des conséquences qui peut avoir des répercussions jusqu'au niveau de l'appareil d'État. Mais on espère que, en tout cas, ceux qui sont là au nom de la CEMA pourraient prendre langue avec leur organisation pour les amener à avoir raison gardée. Hein, parce que suspendre, ça veut dire quoi? Ça peut être un flou où je peux interpréter à ma manière, Alain peut interpréter à ma manière, toi aussi tu peux interpréter à ta manière, mais en tous les cas, ça peut, si des décisions sont prises, ça peut dire, bon voilà, nous on a compris comme ça. Mais ce qu'il faut noter, cette histoire d'accord, les gens ont tendance toujours à dire ça ne marche pas, ce n'est pas bon. Mais il y a aussi des côtés positifs des accords qu'il faut noter. La preuve, le fait que les gens de la CEMA soient au gouvernement, qu'ils soient au niveau du CNT, le fait qu'on a moins, aujourd'hui il a dit, il y a une inversion de comment on appelle les violences du côté, c'est plutôt les djihadistes et non maintenant les groupes armés. Oui. Donc tout ça, ça a eu quand même ses effets positifs. Et puis l'accord est appliqué parce qu'il y a quand même un suivi qui se faisait où on disait des choses. Mais par contre, il y a des blocages qui ne relèvent de personne, mais qui sont liés véritablement justement à la révision constitutionnelle. Parce qu'il y a des choses qui ne pourraient pas se faire tant que la Constitution actuelle ne permet pas. Donc, quelle que soit la bonne volonté qu'on a, malheureusement, on ne peut pas aller au-delà de ça parce que ça, c'est une exercice de violation de Constitution. Mais moi, je pense que, comme déjà ça a été dit, et je sais qu'il y a des discussions qui doivent être engagées et qu'on très rapidement on sort de ça parce qu'il y a tellement de problèmes que s'il faut encore en rajouter, ça, c'est vraiment une leçon de malien, quoi. Voilà. Ce jeudi, une délégation ivoirienne de haut niveau a séjourné ici au Mali. L'objectif des émissaires du président ivoirien Alassane Ouattara était de dialoguer directement avec les autorités maliennes autour du sort des 46 militaires ivoiriens détenus ici au Mali depuis le mois de juillet. Et à en croire certaines indiscrétions, ce dialogue direct a permis aux deux pays d'aplanir les divergences. Monsieur Alain Koïta, on se dirige vers, en tout cas, la libération des 46 militaires ivoiriens après ce dialogue franc et direct entre les autorités maliennes et les autorités ivoiriennes. Oui, je pense que je l'avais dit toujours ici, que ce problème doit se régler entre Ivoiriens et Maliens, qu'on ne doit pas aller chercher la solution ni à la tribune des Nations Unies, ni à l'Union africaine, ni au Togo. Oui. Donc je pense que ça a été une très bonne nouvelle que nos frères ivoiriens soient là et discuter directement avec le gouvernement pour qu'on trouve une solution. Je pense que c'est un problème qui n'a que trop duré entre deux pays frères. La Côte d'Ivoire et le Mali, des problèmes pareils ne doivent pas prendre autant de temps sans qu'on trouve la solution. Je pense qu'on a traîné pour rien. Ça a été quand même une très bonne décision, une décision sage du président Ouattara et puis du président de la transition Assimi Goïta. Je pense que leur libération est attendue des deux côtés, du côté des Maliens et puis du côté des Ivoiriens, pour que plus jamais ce genre d'incidents ne puissent affecter nos deux pays, qui sont quand même des pays frères. Il y a beaucoup d'Ivoiriens au Mali et beaucoup de Maliens aussi en Côte d'Ivoire. Donc les problèmes de ce genre se règlent surtout sur le plan diplomatique, avec le dialogue, pas par communiqué interposé, ni sur les réseaux sociaux ou autres. Ce qu'on a vu dès le départ, avec les deux gouvernements, vraiment, chacun faisait de son truc par rapport au communiqué. Le Mali communiquait par-ci, la Côte d'Ivoire communiquait par-là. Il n'y avait jamais eu ce dialogue franc et direct que j'ai toujours prôné entre les deux gouvernements. Donc je pense que ça a été une très bonne chose et très bien accueilli. On souhaite que dans ces 2 jours-là, qu'on voit un vol quitter l'aéroport Modibo Keïta pour la Côte d'Ivoire et puis que nos frères ivoiriens... Sans passer par Togo, hein? Non, du tout. Ça, le Togo est là quand même. Comme qu'ils étaient là depuis le départ, je pense que c'est pour cela qu'on les a peut-être respectés, on les a demandé de venir. Certainement qu'ils voulaient peut-être le faire entre eux-mêmes, mais quand même, c'est quand même bon de les appeler quand même. D'accord. Donc, je pense que ça a été une très bonne décision et elle est à saluer. C'est comme Alain Goïta, vous pensez qu'on a traîné pour rien? Non, on traînait pour rien, non. Je pense qu'effectivement, tout le monde aurait préféré que cette opération se passe et s'amenuise le plus rapidement possible. Mais les contingences et politiques et diplomatiques n'ont pas facilité les choses. Parce que ce que la Côte d'Ivoire fait aujourd'hui a été demandé depuis le départ. Et peut-être que si ça avait été fait à ce moment-là, on ne serait pas dans la situation actuelle. Par ailleurs, je pense qu'il faut aussi remercier le président togolais et son ministre de la Défense,
et son ministre Robert Doucet, parce qu'ils ont fait un travail remarquable. Ils ne sont pas obligés de s'impliquer autant. Ils l'ont fait parce qu'on est effectivement tous des pays de la même communauté. Et je pense que malgré l'appel de Ado à Guterres pour que cette affaire soit prise en main par les Nations Unies et le délai entre guillemets qui a été fixé au 1er janvier, ils ont quand même décidé de venir discuter avec les autorités et de ne pas laisser les choses en l'état. Et c'était une délégation qui était significative parce qu'il y avait Ouattara qui est son frère, ministre de la Défense, il y avait le ministre de la Justice, il y avait le président du Conseil national de sécurité, il me semble, il y avait des renseignements plutôt, il y avait également... il y avait qui d'autre? Il y avait... En tout cas, c'était une délégation, il y avait le chef d'état-major, voilà. Et leur condition, c'était qu'ils voulaient voir les détenus et voir dans quel état ils étaient. Ils ont vu les détenus, ils ont vu le président. Il se dit qu'il y a eu même un accord, en tout cas un accord qui est tenu confidentiel pour l'instant, sur un certain nombre de choses pour qu'à l'avenir, ces choses ne se reproduisent pas. Donc, c'est une excellente chose, c'est un euro-dénouement. Maintenant, l'idéal, ce serait qu'ils fêtent... Ces personnes puissent rentrer. On va évoquer cet aspect précis. Voilà. Déjà sur cette lueur d'espoir. Hein? Après, ce dialogue franc entre Maliens et Ivoiriens. Oui, mais je pense que, comme l'ont dit les uns et les autres, je pense qu'on ne peut que saluer cette démarche qui aurait dû être la première à adopter depuis au départ. Et comme ça n'a pas été le cas, maintenant on est à ça. Vivement que nous voyons le dénouement très rapidement. Mais ce qu'il faut noter, autre chose que moi j'ai apprécié beaucoup, ça c'est que la force est restée à un principe au Mali qui est la liberté de la justice. Parce que au départ, nos autorités ont été très bien inspirées en laissant la justice prendre les choses en main. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent spéculer. Mais ce qui est sûr, tel que je connais en tout cas le respect que nos autorités ont pour la chose de la liberté et de la justice, ça va se faire avec ça, c'est clair. Et donc c'est pour cela qu'on ne pourrait pas ici parler de quel était le contenu de la convention, parce que c'est pas par excellence c'est ça, parce que c'est le secret de l'instruction. Donc moi je suis très content, très ravi, parce que j'ai toujours dit que seul le dialogue, qui est une arme de la diplomatie, qui est un outil, je veux dire, de la diplomatie, pouvait résoudre ce problème-là. Parce que ce que les gens doivent avoir à l'esprit, c'est que la diplomatie, c'est la politique au niveau international. Donc tout ce qui est, si on dit c'est politique à l'interne, et quand on se dit c'est diplomatique, ça veut dire qu'on joue sur les leviers politiques. Et donc bravo à nos autorités qui sont restées droits dans leurs bottes et qui ont quand même voulu donner la primauté à la liberté de la justice. Et je pense que il y avait une question qui avait été posée d'ailleurs sur ce plateau, est-ce que la diplomatie allait dicter le pas à la justice? Je pense que c'est le contraire. Donc je pense que c'est la justice malienne qui va conduire cette affaire-là, et je pense que c'est assez révélateur. D'accord. Si tout le monde est d'accord autour de ce plateau qu'un accord est désormais imminent, on peut se poser la question de savoir à quand cet accord finalement, à quand cette libération effective de ces 46 militaires? Bon, je pense que ça va être quand même très difficile pour nous. On n'est pas dans le secret de ce qui se sont dit, les documents qu'ils ont signés entre eux, dire à quand. Mais on souhaite avant le 1er janvier 2023, comme... Peut-être même comme que le lundi est chômé, peut-être dès mardi, si on parvient à peut-être faire un truc, aller au tribunal, parler, et puis les libérer, ça va être une bonne chose. Si le Mali décide de les libérer avant le 1er décembre 2023, est-ce qu'il n'aura pas cédé 1er janvier 2023? Est-ce que finalement, on ne pourra pas dire que le Mali aura cédé à cette injonction de la CEDEAO? Non, je pense que ce n'est pas une injonction de la CEDEAO. On a vu les Ivoiriens même venir, on a discuté entre nous. C'est quand même trop dit de dire que c'est à cause de l'injonction de la CEDEAO. Peut-être quelqu'un a ramolli sa position. Non, ça c'est clair. Il faut pour que les gens discutent, il faut que quelqu'un se ramollisse. Ça c'est quand même normal. Si chacun gardait ses égos et dire que non, moi je ne vais pas aller faire le premier pas, on n'allait pas avoir ce dénouement-là. Ce qui est sûr quand même, ils ont pu s'entendre et se comprendre. Et les Ivoiriens sont venus à Bamako ici. S'ils n'étaient pas venus et qu'on était resté avec l'injonction de la CEDEAO et les libérer, je pense que là on pouvait dire que le Mali a cédé.
dans cet état-là, on ne peut pas dire que le Mali a cédé. On peut les libérer, peut-être dès mardi ou bien mercredi. Ils peuvent rentrer chez eux. Et puis ça peut être une très bonne décision de la justice quand même de les libérer aussitôt que possible. Sans qu'on ne rentre encore dans des tournures judiciaires, politiques et autres encore. Je pense qu'on les libère le plus tôt possible s'il y a eu un accord entre les deux gouvernements. Ok. Comment libérer ces 46 militaires sans entamer, en tout cas, la crédibilité de la justice malienne, M. Sy? Bon, ça paraît compliqué parce que si effectivement on regarde uniquement sur le plan juridique, c'est du mercenariat, en tout cas selon les termes, on ne va pas réouvrir l'affaire. Et normalement, il faut que la justice tranche. Et pour l'instant, la justice n'a pas tranché. Donc c'est devenu politique et diplomatique. Parce que d'ailleurs, ils ont été aussi reçus par le ministre d'État et de l'administration territoriale, Abdoulaye Maïga, et le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Donc, ça a pris une autre ampleur. Maintenant, est-ce qu'ils vont être libérés avant la fin de l'année? Ça serait l'idéal. Mais votre crainte, en tout cas, même si ce n'est pas une crainte, la remarque que vous faites est pertinente. Parce que d'un œil extérieur, les gens qui suivent l'actualité de loin, ils vont se dire, bon, on leur a posé un dictat en leur disant il faut que ça soit fait avant le 1er janvier. Et ils l'ont fait avant le 1er janvier. Ça peut permettre de donner une certaine crédibilité à la CEDEAO. Ça peut effectivement faire penser à certains que c'est parce que le Mali a cédé. Mais connaissant nos autorités, je pense également que ça serait leur faire un mauvais jugement. Maintenant, s'ils sortent le mardi, comme il le dit, ou qu'ils sortent le 3 ou le 4 janvier, bon, je ne vois pas non plus d'extrême urgence. Donc, dans tous les cas, si l'esprit c'est qu'ils passent les fêtes en famille, c'est bien qu'ils partent maintenant. Mais à défaut, s'ils vont quelques jours après, c'est bon. Okay. La forme juridique qui aurait pu être trouvée, ça aurait été qu'effectivement, ils soient jugés et qu'à partir de ce moment-là, le président puisse les gracier. Maintenant, qu'est-ce qui est prévu dans l'accord qui est tenu confidentiel? Vu qu'il est confidentiel, on ne le sait pas. Okay. Mais espérons qu'on arrive à un dénouement rapide et heureux. Okay. À quand faut-il s'attendre à la libération effective de ces 46 militaires? Avant le 31 décembre ou après le 31 décembre? Alors, déjà, moi, je veux dire que pour le moment, quelle que soit la date à laquelle ces gens seront relaxés, il n'y a pas... c'est le Mali, la justice malienne et les autorités maliennes qui vont sortir grandis. Ça, c'est clair. Pourquoi? En quoi la justice malienne va sortir grandis? Parce qu'il a dit une chose. Aujourd'hui, là où on est, ce qui a compliqué la situation et qui a mis le Mali dans une posture... dans une bonne posture, c'est que le dossier a été judiciarisé, transmis à des autorités compétentes. La question qu'on va se poser, aujourd'hui, tout juriste, quand tu regardes le stade où on est, c'est que le dossier, il y a eu une inculpation, il y a eu une mise en mandat de dépôt. Donc ça veut dire que le dossier, pour le moment, est transmis, a quitté le parquet pour être soumis et traité par un juge d'instruction. Oui. Et le juge d'instruction, c'est quoi? C'est qu'on le sait, lui, la finalité de son instruction, soit il y a un non-lieu, excusez-moi, soit il clôt l'affaire et puis maintenant il le transmet pour le jugement, comme il l'a dit. Donc, à ce niveau-là, c'est les mécanismes connus de tous qui peuvent être appliqués sur le plan juridique. Mais peut-être ce qui peut être important, et je ne sais pas ça va être quoi, c'est une loi d'amnistie aussi qui peut intervenir. Oui. Parce que quand il y a l'intervention d'une loi d'amnistie, ça veut dire qu'on annule, comment on appelle, l'infraction, la loi est rétroactive. Donc ça veut dire qu'on considère que l'infraction n'a jamais eu lieu. Et ça, seul le CNT peut faire ça. Donc ça, c'est une possibilité. Mais si on doit rester sur le plan juridique, oui. Et moi je pense que nos autorités vont rester sur le plan juridique, parce que on a quand même au Mali de très bons juristes, de très bons magistrats. Et au niveau même de la présidence, il y a l'ancien président de la Cour suprême qui se retrouve là-bas, qui est conseiller spécial, mais qui a été aussi, qui a opéré dans le monde de la diplomatie. Donc il sait les enjeux. Et je sais qu'ils vont prendre conseil. Et moi, j'estime qu'à ce stade-là, le président, c'est vrai, il est le président du Conseil supérieur de la magistrature, mais il ne peut pas se permettre de tout faire aussi. Il faut qu'il respecte les principes. Et je pense que c'est ça qui va guider son choix. L'accord en tout cas, ce stade-ci, on doit analyser avec notre œil de juriste. Le plus important, c'est qu'on parvienne à l'accord, à la relaxe. Et vous allez me dire qu'il y a eu 3 qui ont été relaxés. Ils ont été relaxés, ils ont été mis en liberté provisoire.
Donc l'instruction a continué. Donc, et là, c'est encore la justice qui a porté cette affaire-là. Donc, même si on veut une relaxe tout de suite, peut-être c'est une mise en liberté provisoire. Et comme il a dit, il faut continuer avec le pour, ou bien on va, parce qu'on ne peut plus classer sans suite. Le classement sans suite n'est plus possible à ce stade parce que le dossier a quitté, j'avais dit, le giron du procureur. Donc, et moi j'estime qu'on les libère aujourd'hui, demain, qu'on les libère le premier, après le premier, en tous les cas, c'est encore une fois la justice malienne, les autorités maliennes et le Mali qui sortent grandis. Et malheureusement, on a vu une fragilisation de certains, notamment de notre organisation CEDEAO, qui, je ne vois pas pourquoi, a voulu en faire une affaire d'État. Parce que c'est quand même un problème entre des États frères. On aurait dû quand même pas aller jusqu'au niveau des Nations Unies pour pouvoir sortir cela. Quelles sont les possibilités qui s'offrent au président de la transition pour procéder à la relaxation pure et simple de ces... Bon, moi je pense qu'on a pu libérer les 3 dames là. De la même manière, on peut libérer les hommes aussi. Peut-être... Sans autre forme de procès? Quel procès? On peut le faire, mais c'est pas normal. On a vraiment, je pense que... Mais est-ce que la crédibilité, la crédibilité de l'État malien, des autorités maliennes n'est pas engagée dans ce dossier? Je pense que dans cette affaire, le Mali s'est fait respecter. Le Mali a montré son pouvoir. Le Mali a montré que le Mali n'est plus comme le Mali d'avant. Avec l'arrestation de ces soldats, leur inculpation et transmettre aussi le dossier à la justice. Je pense qu'on a montré suffisamment tout ce dont on est capable. Maintenant, arrivé à ce stade, si on a accepté qu'on va les libérer, qu'on les libère comme on a eu à libérer les dames là, et que la justice... Oui, par quelle voie? Mais la liberté provisoire est possible. Si on l'a fait pour les dames, on peut faire ça pour les hommes aussi. Qu'on les mette en liberté provisoire. Peut-être que plus tard, qu'on organise le procès, je sais pas, ils sont des juristes, ils vont trouver les termes qu'il faut pour ça. Maintenant, c'est qui est quand même sûr, si on a eu un accord, qu'on ne les détienne plus, qu'on les libère, comme on a eu à libérer les dames, liberté provisoire, les termes qu'ils vont trouver là, c'est eux les juristes, c'est eux qui vont trouver. Les juges ne manqueront pas de mots pour ça, les diplomates ne manqueront pas de mots pour ça. Ils sont assez mûrs, ils ont des conseils pour ça. Et ils ont des gens qui sont payés pour ça. Ils n'ont qu'à trouver les termes qu'il faut, les mots qu'il faut pour que nos frères ivoiriens rentrent chez eux et que ce malheureux incident soit un mauvais souvenir pour les 2 États et que plus jamais cela ne se refasse encore au Mali. Dans les sièges de la gestion de ces dossiers, les autorités de la transition viennent de décider d'initier, si vous voulez, d'instaurer le 14 janvier comme étant la journée de la souveraineté retrouvée au Mali. Qu'en pensent nos invités autour de ce plateau sur ce nouveau décret également qui décrète désormais le 14 janvier comme étant la journée de la souveraineté retrouvée? Monsieur Sey? Bon, je pense que c'est une bonne chose parce que l'histoire, c'est aussi les dates. C'est une manière de marquer de leur empreinte les années à venir. Et on sait que le 14, c'est 6 jours avant la fête de l'armée qui est le 20 janvier. Oui. Donc il y a cette proximité qui n'est pas forcément fortuite également. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, comment ça va se manifester dans la réalité? Le 14 janvier, c'est bientôt. C'est dans 2-3 semaines, on le verra. Mais je pense que c'est une manière de marquer l'histoire. Et juste pour revenir un peu sur la question que vous posiez tout à l'heure, comme je l'ai dit dans mes propos, le président a le droit de grâce. Et le droit de grâce, c'est ad nutum. Ça veut dire qu'il n'a pas... quand même. Oui, bien sûr. Mais ça veut dire que le président, pour accorder ce droit de grâce, il n'a pas besoin de justification ni de raison. Ça veut dire qu'il peut le faire sans aucun justificatif ou sans aucune raison, même si là, il y en a quelques-unes. Si la justice décide de les condamner, même par contumace, c'est que le président, par la suite... ou dans la foulée décide de les gracier, bon, ça veut dire qu'il y a eu un jugement, il y a une grâce, et puis ils peuvent être libérés. Donc ça peut être une solution. Le 14 janvier, désormais, journée de la souveraineté retrouvée au Mali, est-ce que cette date peut, en tout cas, loger dans la même enseigne que le 22 septembre, par exemple? Oui, moi, absolument. Vous savez, aujourd'hui, quand on dit on est fier d'être malien, c'est parce qu'il y a eu des luttes. Il y a eu quand même... on a résisté. 6 mois déjà de sanctions illégitimes. Personne ne croyait que le Mali allait tenir 1 mois. On a fait quand même 6 mois après ça.
Et donc si on décide de commémorer ça, pour moi, d'instituer ça, d'instituer une date, de institutionnaliser, je veux dire, je pense que c'est salutaire. Mais moi, je veux que nos autorités aillent au-delà de ça. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi d'autres choses qui importent. Et ça peut aussi être un plus pour eux, c'est d'instituer une journée de soutien ou de solidarité à l'endroit des jeunes diplômés, sans emploi, par exemple, ou des jeunes entrepreneurs. Parce que là aussi, cette date, le 14, c'est les jeunes qui ont quand même perdu la vie. Et la plupart des luttes ont été faites par ces jeunes-là. Je vois beaucoup de jeunes qui ont profité de ça, mais leur situation c'était quoi ? C'est qu'ils ils étaient dans une situation où ils n'étaient pas occupés. Enfin, c'est pas qu'ils n'étaient pas compétents, mais ils n'ont pas eu la chance d'avoir peut-être un emploi ou tout. Mais il faudrait dans ce sillage, la souveraineté, je suis OK, d'accord, mais il faut aussi faire ce qu'on appelle une souveraineté économique. Parce que là, le langage, c'est ça. C'est que nous nous sommes serrés les ceintures. 6 mois, il y a eu l'embargo. C'est que les gens ont véritablement accepté de souffrir pour pouvoir soutenir cette souveraineté-là. Et cette souveraineté, il faut quand même rendre à ce moment l'ascenseur aux jeunes. Et il faut penser aussi à instituer une journée de solidarité à l'endroit des jeunes diplômés, des chômeurs ou des jeunes entrepreneurs. Ok. Voilà. Est-ce que ces décrets ne créent pas une sorte de confusion dans la tête des Maliens en termes de souveraineté lorsqu'on a le 22 septembre qui est considéré comme l'accession du Mali à la souveraineté nationale et internationale? On a également le 14 janvier finalement. Bon, moi je pense que je ne suis même pas d'avis qu'on institutionnalise cette journée. Je pense qu'il y a trop de journées au Mali qu'on chôme inutilement, qui ne servent presque à rien. Le 14 janvier, peut-être vous allez prendre les rues de Bamako, vous allez leur demander qu'est-ce qui s'est passé le 14 janvier. C'est 2020, non? Oui. 2020. Non, pas 2020, 2021. Le 14 janvier 2021, ils ne sauront pas vous le dire. 2022 d'ailleurs, hein? Ah, vous voyez. Donc même sur ce plateau, on est en train de... C'est en 2022. Voilà, 2022. Donc ce 14 janvier, ça ne va rien nous servir que peut-être ils vont demander que ça va être chômé et payé. On va rester à la maison. Qu'est-ce qu'on va faire? Regarder la télé, ne rien faire, ne pas aller travailler. Et puis janvier aussi, c'est quel mois? Le premier trimestre même de l'année, on sait que c'est les mois où les impôts sont beaucoup plus, les impôts font rentrer beaucoup d'argent. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction, M. Koïta, dans la prise de ce décret quand on sait déjà que le Mali a décidé de rester dans la CEDEAO et le 14 janvier, c'est aussi une protestation contre, à la limite, la CEDEAO. Voilà, donc je pense qu'on a protesté, les Maliens sont sortis en masse, on a protesté, la CEDEAO, on a pu faire face à ces sanctions de la CEDEAO. Je pense qu'on peut se limiter à cela, venir prendre cette journée du 14 janvier pour l'éternité peut-être de la chômer. Je pense que c'est vraiment pas utile, c'est pas nécessaire. Il y a déjà le 26 mars, il y a le 22 septembre, on se perd même dans ces dates-là. Il y a d'autres dates encore, le 1er mai, le 25 mai. Il y a tellement de dates chômées au Mali. Je pense que c'est même ces 10 dernières années, on a ajouté encore peut-être 4 ou 5 journées chômées inutilement. Je pense que ce 14 janvier-là ne doit pas être chômé. Je ne sais pas qu'est-ce ils veulent faire. C'est que sur le fait de l'institutionnaliser, ça va être ça. La chômer, rester à la maison, ne rien faire, et ça ne sert absolument à rien, et ça va nous rappeler à rien du tout. Dernier tour de table sur la question. Déjà, on décide de rester dans la CEDEAO. Au même moment, on crée une date à la limite qui remémore les Maliens en tout cas à cette situation de sanctions prises par la CEDEAO. Bon, comme je dis, c'est un pouvoir discrétionnaire. Il parle des dates, effectivement, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui relèvent du niveau international et des conventions qu'on a ratifiées. Quand on parle de la fête du travail ou ce genre de choses, ce n'est pas strictement malien. Oui, mais est-ce qu'il y a la cohérence déjà? Justement, j'y arrive. Et quand on parle de la fête de l'Union africaine, c'est plus ou moins pareil. Mais lorsque vous prenez, par exemple, une date comme le 11 novembre aussi, qui a été initiée pour les légitimités traditionnelles, que vous avez eu cette masse, cette foulée humaine qui a décidé de manifester contre les décisions de la CEDEAO. Mais en réalité, c'est cette date qui a vraiment assis la légitimité du pouvoir de transition. Et si vous leur demandez à eux, c'est la date qui leur a marqué le plus pendant toute cette période-là. Donc c'est une manière pour eux aussi de leur rendre hommage. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Bon, après, chacun peut avoir des avis divergents. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Oui. Donc à partir du moment où ils ont le droit de le faire, après, c'est l'histoire qui nous dira. Et pour la petite parenthèse,
Moi, je pense que le 22 septembre, qui est la fête de, entre guillemets, l'indépendance, pour moi, on devrait l'appeler la fête de la souveraineté nationale, justement. Parce que prôner son indépendance revient à dire qu'on est encore indépendant. Donc, si on a une date qui nous permet de le faire, qui est le 14 janvier, bon, pourquoi pas. Maintenant, les rapports avec la CEDEAO ne vont pas foncièrement dépendre de l'initiation et du choix de cette date-là, même si ça a une symbolique forte. C'est une manière de dire aussi à la CEDEAO que le Mali n'est pas un pays qui se laisse faire. Simplement, aujourd'hui, on a besoin aussi de ces repères-là. C'est comme lorsque le 26 mars a été instauré pour les martyrs. Il y a besoin de ce repère. C'est ce qui permet aussi à une nation de pouvoir, à un moment donné, se situer par rapport à des faits historiques. Lorsqu'on va leur demander pourquoi le 14 janvier est férié et peut-être chômé et payé comme il l'a dit au Mali, on va expliquer aux enfants parce qu'il y a eu telle et telle chose. D'accord. Nous décidons de rester dans la CEDEAO. Au même moment, nous décrétons une journée qui rappelle les Maliens à ces jours de protestation contre les décisions de la CEDEAO. Je cherche la cohérence. Oui, moi je vois pas de mal. Mais moi, ce que j'ai dit, peut-être, c'est l'appellation qu'on pouvait peut-être voir. Est-ce que c'est pas le retour de Mali ou je sais pas trop. Bon, enfin, ça n'engage que moi, mais peut-être on pouvait trouver quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, impactant. Ouais. Parce que comme on a dit, la confusion peut-être souveraineté nationale, souveraineté retrouvée, moi j'estime qu'on n'a jamais perdu notre souveraineté. Le Mali n'a jamais perdu sa souveraineté parce que c'est pas parce qu'il y avait certains qui acceptent de lâcher du lest, avaler des couleurs sans peut-être créer gare qu'on a perdu la souveraineté. Pour moi, ce n'est pas le cas. De mon point de vue, le Mali a toujours été souverain. Et donc ça, c'est que nous avons affirmé notre patriotisme, je sais pas, en tout cas. Et c'est là où j'ai dit c'est important, parce qu'après, il y a eu les 6 mois de sanctions. Et les 6 mois, personne ne pouvait penser que le Mali allait pouvoir tenir ne serait-ce qu'un mois. On a tenu 6 mois. On pouvait encore tenir. Donc, et ceux qui ont tenu, ceux qui ont payé le plus lourd, et c'est là que j'ai dit, il faudrait peut-être faire le parallèle pour aussi les soutenir, notamment les jeunes. Donc voilà pourquoi moi j'estime que, et je ne suis pas, le fait qu'il estime qu'il y a beaucoup de journées fériées et payées, mais je vais peut-être le surprendre. On a un pays voisin où il y a plus de fêtes fériées, mais ça n'a pas empêché ce pays de se développer, le Sénégal. Donc il faut te renseigner, tu vas voir qu'il y a beaucoup de fêtes chômées qu'au Mali, mais ça n'a pas empêché le Sénégal de se développer. Ainsi, allez-y. Bon, peut-être le Sénégal et le Mali n'ont pas la même mentalité. Ici au Mali, peut-être le travail commence à 9h et puis à 13h, 14h, tous les bureaux sont presque fermés. Vous êtes un entrepreneur, vous savez cela. Moi, je pense que cette journée-là ne doit pas être chômée. D'accord. Et elle ne doit pas être payée aussi. Peut-être ils vont trouver un moyen de commémorer ça entre eux, mais que dire qu'on va chômer le 14 janvier parce que les Maliens sont sortis dans la rue pour protester contre une décision de la CEDEAO. Je pense que ce n'est pas normal et je pense que ce n'est pas nécessaire. C'est sur cette petite opposition entre les deux voisins autour de cette table que prend fin ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait comme invité M. Aboulaye Alaye Koïta, président du mouvement En Avant, Cheikhoumar Soumano, coordinateur du Baromètre et président de l'Organisation des jeunes patrons du Mali, Hassan Magatsey, il est juriste. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de la Côte d'Ivoire. Au revoir.